Je vais terminer par le président Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, le capitaine Moussa Dadis Camara, c'était le plus grand attendu de ce procès pour diverses raisons. Il était le président de la République, il avait son honneur à laver, Monsieur le Président, et surtout qu'il a clamé depuis longtemps qu'il est innocent. Mais, première chose curieuse, dès que le procès a été proclamé, avant même l'ouverture de l'audience, ses avocats ont déjà fini de plaider sur les réseaux sociaux. Le capitaine Moussa Dadis Camara est innocent, il n'est pas coupable. Sur les réseaux sociaux, avant même l'ouverture du procès. Ouais. Alors, dans ces dossiers-là, il a été entendu. Durant plusieurs jours, plusieurs semaines, lui qui disait qu'il voulait tant ce procès-là, il a toujours tourné autour du pot. Il n'a jamais voulu parler de ces événements-là. Il a parlé de tout. Il a eu toute la liberté ici. Et même quand vous lui posez des questions, il répond par autre chose, Monsieur le Président. Et quelle est sa ligne de défense? Sa ligne de défense, moi je suis rentré de l'Abbé, c'est tard la nuit, mon chef d'opération m'a informé qu'il y aura manifestation demain, j'ai appelé M. Sidi Touré. La ligne n'était pas bonne. Le lendemain, j'étais couché, c'est lui qui est aussi venu me réveiller pour me dire qu'il y a massacre au stade. C'est tout. C'est tout. Monsieur le Président, même procès pénal, c'est les détails. C'est les détails. Je commence par remercier le commandant Toumba. Les actes positifs, il faut les reconnaître. Il y a des éléments dans ce dossier-là, Monsieur le Président, qui prouvent suffisamment que le capitaine Moussa Dadis Camara, il est le concepteur, il est l'acteur, il est le réalisateur, il est le metteur en scène de ce massacre. Il est tout. Tout dans ce dossier-là, Monsieur le Président. Tout. Tout d'abord, les hommes en flèche, vus chez Gono Sangaré, les coris qu'ils portaient, l'art vestimentaire qu'ils avaient, curieusement, c'est les mêmes hommes qu'on a vus au stade et c'est les mêmes hommes qu'on a vus au camp Alpha Yaya Diallo faire la saga toute la journée du 28 avec la population de l'Axe. Les attaques, aller-retour. Les mêmes hommes, Monsieur le Président. Deuxièmement, il est constant qu'il avait fait venir la milice de Kalea au camp Alpha Yaya Diallo. Ça, c'est avant le 28 septembre. Et c'est le siège de la présidence de la République. Autre chose, ces miliciens-là sont venus au stade, pas dans les véhicules privés. Les cars de la Sotragui, les véhicules du gouvernement guinéen, n'ont pas quitté la brousse. Ils ont quitté le camp Alpha Yaya Diallo, siège de la présidence, pour venir. Monsieur le Président, il est constant que les ordres, il les a donnés. Ordre de mater et qu'il regrette. Ça, il était en colère ces jours. Tous ceux qui l'ont vu l'ont reconnu. Et ça n'est pas venu seulement du commandant Toumba. Escobar est passé ici, il a dit, le président Dadis a crié, allons-y, ils n'ont qu'à nous tuer tous. Et quand un président dit à sa garde, ils n'ont qu'à nous tuer tous, ça veut dire quoi? Que ces gens qui sont au stade là, ce sont mes ennemis. Allons-y, ils vont nous tuer tous. Est-ce qu'ils sont venus au stade pour tuer quelqu'un? Autre élément important, Monsieur le Président. Le président, il s'est beaucoup accroché à la thèse du complot dans ces dossiers-là. Mais, ceux qui sont venus commettre le massacre, ces miliciens-là, sont revenus au camp Alpha Yaya Diallo, à la présidence, blessés et avec les choses volées. Il a vu. Il n'a rien fait. Blessé et avec les choses volées, il a vu. Les militaires qui sont venus commettre ces crimes-là sont revenus au camp Alpha Yaya Diallo, s'asseoir autour de lui,
dormir tout tranquillement du sommeil du juste. Personne n'est inquiété. Vraiment personne. Ces jours-là, le casernement des militaires ayant été ordonné, si le président savait réellement qu'il y a l'UNIMO et les rebelles qui ont été envoyés par ses ennemis, la solution était simple, et je sais qu'il allait le faire. Il allait ordonner la fermeture de tous les camps militaires et le contrôle qui est à l'intérieur du camp, qui ne l'était pas. Il allait ordonner la fermeture du camp Alpha Diallo pour contrôler qui n'est pas à l'intérieur, puisqu'on avait demandé à tout le monde de rester au camp. Si c'est les rebelles qui étaient venus, ils pouvaient même ce jour-là ordonner le confinement de toute la ville de Conakry et ordonner le couvre-feu pour les rechercher. Il n'a jamais fait ça. Les viols qui ont eu lieu là, de la manière la plus horrible, si réellement c'est les rebelles qui sont venus, parce que c'est évident, il y a beaucoup de personnes dans le dossier qui disent avoir entendu les gens parler en anglais, ou les langues qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas une langue guinéenne. S'il y a eu des rebelles au stade, c'est que c'est le président Moussa Dadis Camara qui les a envoyés. C'est lui. S'il y a eu rebelles, c'est lui. Sinon, il allait les arrêter. Et les rebelles vont venir massacrer les gens au stade. Les rebelles envoyés par vos ennemis, votre propre homme de main, votre instrument principal, le capitaine Marcel est là. Il est là. Il ne fait rien. Comment votre chargé d'opération va se trouver au stade, là où il y a le massacre, et vous dites que c'est les rebelles? Votre chauffeur au stade, ceux qui étaient avec vous le matin, se trouvent au stade. Après, ils reviennent, rien ne sort. Le capitaine Marcel Guilavogui, c'est l'un des pionniers de ce massacre-là. Aucune inquiétude. Rien n'a été fait, Monsieur le Président. Il ne l'a jamais arrêté. Ce qui est une évidence, moi je crois que le commandant Toumba Kité, il a une part de responsabilité essentielle dans la commission de ces crimes, mais je crois aussi qu'il a été trahi. Après le massacre, il fallait vraiment trouver quelqu'un à sacrifier. Pendant qu'ils ont cassé le poids ensemble, ça c'est une vérité. Sinon, la première personne à être arrêtée dans le dossier là, allait être le capitaine Marcel. Si vraiment notre président était pour la justice. La même nuit, le capitaine Marcel, il devait ordonner son arrestation. Mais il ne l'a pas fait. Quel est le seul militaire qui a été sanctionné? Personne. Et le comble de tout ça, c'est la justification du massacre. La justification du massacre. Il prend une cassette dans laquelle il y a l'attaque du commissariat de Bellevue. Il donne au commandant Moussa Keïta, son secrétaire permanent, d'aller remettre ça au président Blaise. Ça, c'est pour aller montrer au président africain, pour dire que s'il y a eu un massacre, c'est parce que les gens ont attaqué le commissariat de Bellevue. Il vise à justifier ça, le massacre. Il dit que c'est parce que les leaders ont envoyé leurs militants au stade. Mais dans tout ça, là, on peut vraiment s'interroger. Le mobile du crime, il est indifférent. Quel que soit le mobile, celui qui commet le crime, il mérite d'être sanctionné. Mais on peut toujours s'interroger. Ça peut avoir quel sens qu'un chef d'État orchestre une telle atrocité contre sa propre population? On peut se poser la question. Mais c'est dans les actes qu'on peut faire lecture pour savoir. Dès que ce massacre-là est arrivé, qu'est-ce que notre président fait? Il va sur France 24, il dit « Aucun civil ne peut gérer cette armée-là. Aucun civil ne peut gérer cette Guinée-là. » Ça veut dire quoi? On a fait exprès. Si aucun civil ne peut gérer l'armée, la solution c'est de laisser le militaire qui est au pouvoir. Ces crimes-là ont été orchestrés dans le seul but de conserver le pouvoir, Monsieur le Président. C'est le seul but. Ce n'est pas autre chose. Le capitaine Moussa Dadis Camara, Monsieur le Président, il est l'élément clé de ce procès-là. Je vois la déception de certaines personnes qui disent que, mais où sont les éléments de Caléa? Où sont d'autres agents qui étaient au stade? Il n'y a que 10 personnes qui sont à la barre. On les comprend. Mais, dans les crimes pareils là, c'est le chef qui compte généralement, le chef. Les crimes commis en Sierra Leone, on ne peut pas dire que c'est alors seul qui les a commis. Jean-Pierre Bemba Aner
République démocratique du Congo. C'est toujours comme ça, Ivan Karaji. C'est toujours les chefs. Même si c'est le président Dadi seul qui comparaissait à l'audience là, c'était déjà beaucoup. C'est les chefs très souvent. Même en Côte d'Ivoire, je ne parle pas du fond de la décision, mais la procédure, c'est le président Gbagbo seul avec l'un de ses ministres. Le président seul, déjà, ça serait important. Donc le fait déjà que le président comparaisse, c'est déjà une chose très très importante, une grande avancée. Et si aussi, dans la décision finale, il est condamné, ça va faire d'une pierre deux coups. Il a comparu et il est condamné. Et dans ce dossier-là, moi je ne vois pas sur la base de quel élément le président Moussa Dadis Camara peut s'échapper. Je ne vois pas. Puisque c'est lui qui a financé, celui qui a donné les ordres, celui qui a protégé, Monsieur le Président. Donc vous allez donc comprendre là qu'à l'égard du président Moussa Dadis Camara, il y a crime contre l'humanité. À l'égard du président Moussa Dadis Camara, il y a responsabilité de commandement des chefs militaires. Ça, il ne peut pas échapper à ça. Monsieur le Président, après le tour de ces différents accusés, vous allez me permettre d'aborder la question du préjudice. Votre tribunal, après l'aspect de l'action publique, va se prononcer sur l'action civile. Dans ce dossier, il y a eu les pillages. La plupart de ces pillages-là, c'est les boutiques. La boutique est essentielle pour un commerçant. On a pillé les boutiques des gens, on a tout dévalisé. C'est la principale source de subsistance. Le préjudice, il est énorme. Tout a été pris. Les soins de santé, les frais de scolarité, le logement, les gens ont été pillés, Monsieur le Président. Vous allez donc comprendre que le préjudice subi par ceux qui ont été victimes de ces pillages-là, ce préjudice-là, Monsieur le Président, il mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Les montants qui ont été soumis à l'appréciation de votre tribunal pour les cas de pillage, Monsieur le Président, vous comprendrez que ces montants-là, il y a matière à les accorder tels qu'ils sont demandés. Deuxièmement, le cas des coups et blessures. Monsieur le Président, les coups et blessures, c'est aussi un autre problème dans ces dossiers-là. Les gens ont trop souffert. Les gens ont connu les violences de toutes sortes. Quand on parle de coups de blessure, Monsieur le Président, il y a des aspects spécifiques. Il y a des personnes qui portent toujours le mal. On vous a parlé du cas de Mamadi Kondé qui a toujours la balle, Monsieur le Président. Je vous parle aussi du cas de M. Mamadou Diallo. Lui, il avait été arrêté. On l'a amené à la CMIS de Camayen, où on a fait le triage entre les blessés plus graves et les moins graves. Les plus graves, on les a jetés comme les ordures. Il vient à Donka pour le traitement, insécurité. Il va à l'indigénat, aucune solution. Il va à Dakar, pas de moyens. Pour ces cas-là, Monsieur le Président, le montant des dommages et intérêts seul ne suffit pas. Quand votre tribunal va se retirer pour statuer, tenez compte de ces éléments-là, de ces personnes qui sont encore porteuses du mal. Il faut, l'avocat n'impose pas au juge. Si l'avocat dit il faut, Monsieur le Président, le faux là n'a pas, ce n'est pas impératif. Il souligne tout simplement l'importance de sa demande. Monsieur le Président, il faut tenir compte de ces situations-là et ordonner la prise en charge médicale. Monsieur le Président, il y a le cas des morts. C'est terrible. Les gens ont perdu les êtres chers. Votre mari sort le matin, il va au stade. La nuit, à Zoré, vous vous rendez compte que vous êtes désormais séparés à jamais. Vous êtes seul. Il est allé au stade, il n'est plus revenu. Vous n'allez plus le revoir. Votre femme va au stade. Puis comme par un coup de baguette magique, vous n'avez plus l'occasion de le revoir. Votre femme, vous n'avez plus l'occasion de la revoir. Votre enfant va au stade, Monsieur le Président. Vous vous couchez la nuit. Le matin, vous vous levez. Vous vous rendez compte que vous êtes seul. Il n'y a pas votre enfant à côté de vous. Et ça, à jamais.
Le matin, vous vous levez, vous voyez les enfants des autres aller à l'école. Vous vous rendez compte que votre enfance est finie. Vous ne le verrez plus jamais, Monsieur le Président. C'est terrible. Un tel préjudice, il est énorme. Il est difficile de le réparer. Et ce qui choque davantage, Monsieur le Président, c'est la cause de la mort. Simple présence au stade pour dire non à un président, on vous arrache la vie, Monsieur le Président. Ceux qui ont perdu les êtres chers, c'est terrible. Monsieur le Président, vous allez comprendre que les montants qui ont été sollicités pour les cas de mort, ces montants-là, c'est le minimum. La vie humaine, elle n'a pas de prix, Monsieur le Président. Ces montants, ne les dérangez pas. Monsieur le Président, je vais aborder le cas des disparus. D'abord, le cas des tortures. Les gens ont connu les tortures de toutes sortes dans ces dossiers-là. Toutes sortes. Même l'eau chaude, on a versé sur les gens. L'eau chaude. Paul Mansag, il a fait ça, lui, à Koundara. Verser l'eau chaude sur les gens, il a fait ça. L'eau chaude. Au service anti-drogue, le fer a repassé chaud. On l'a passé sur le pied d'un jeune homme. Le fer a repassé chaud. L'eau à boire. On a privé les gens de ça. L'eau, c'est la vie. On a privé les gens de ça, Monsieur le Président. On a rasé la tête des êtres humains, les gens, les Guinéens. On n'est pas dans une guerre civile, une situation normale. On a rasé la tête des gens. À l'anti-drogue, au camp Koundara, on a obligé les gens à chanter le nom du président Dadis. Oui, dans les tortures. Comme vous ne voulez pas du président Dadis, maintenant on vous oblige à chanter son nom. Les gens ont connu trop d'atrocités. Les tortures ont été horribles. Si, en plein midi, sous le regard du soleil, devant tout le monde, il y avait les journalistes, les gens ont eu le cœur de faire ce qu'ils ont fait au stade. Figurez-vous, ce qu'ils ont fait aux personnes qui étaient séquestrées dans les camps militaires, dans les endroits privés, dans les chambres, Monsieur le Président, où personne ne peut ni entendre ni voir ce qui se passe. C'est terrible. Les personnes torturées, Monsieur le Président, ont souffert d'un préjudice énorme, un préjudice non seulement excessif, mais irréparable. Les montants sollicités, ces montants-là, Monsieur le Président, c'est juste le minimum, puisque c'est un droit. Monsieur le Président, je viens au cas des disparus. Je viens au cas des disparus. Monsieur le Président, voilà une autre situation terrible. Vous perdez un être humain. Mais aussi, vous ne voyez plus jamais son corps. Le deuil, vous ne l'avez pas fait et vous ne le ferez jamais. Le deuil, vous allez le porter à vie. Deuil. Mais il y a une chose encore plus terrible. Pour ces disparus-là, leurs héritiers, leurs ayants droit, il y a une chose plus terrible encore qui hante leur esprit, c'est la pensée. De quelle manière mon parent, ma fille, mon père, ma mère, mon ami est décédé, de quelle manière? Avec les atrocités dont on parle dans ces dossiers, de quelle manière? Est-ce que mon parent a été égorgé? Ça hante la tête. Est-ce qu'il a été éventré? Il est mort de quelle manière horrible?
Est-ce que c'est avec une flèche? Puisqu'ils l'ont fait. Est-ce que mon parent a été découpé? Monsieur le Président, ça tourne dans la tête des ayants droit et des héritiers. Ce préjudice-là, c'est un préjudice énorme. Autre chose, pas que la manière de mourir. Puisque les corps n'ont pas été retrouvés. L'autre question qui hante dans leur tête, la confusion interne, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait de leur corps. Qu'est-ce qu'on a fait de leur corps? C'est notre problème, moralement, mentalement. Qu'est-ce qu'on a fait de leur corps? Est-ce qu'on a enterré dans une fosse commune? Monsieur le Président? Est-ce qu'on a jeté dans la mer? Est-ce qu'on a brûlé? Ce qui n'est pas conforme à notre culture africaine, à notre culture guinéenne. Monsieur le Président, le juge se place aussi à la place de la victime pour rendre sa décision. Mettez-vous aujourd'hui à la place de ces héritiers-là qui se posent toutes ces sortes de questions sur la manière dont leurs parents sont morts et le sort qui a été réservé à leur corps. Leurs corps ont-ils servi à un sacrifice, Monsieur le Président? Ont-ils servi à un sacrifice dans ce dossier-là? Puisque nous sommes tous les enfants d'Abraham, notre ancêtre commun dans la foi, chrétiens et musulmans, qui avons un Dieu unique commun. Dès qu'on parle de ce Dieu-là, on a de la sympathie. On a même exploité ce côté-là. On a récité les versets du Saint-Coran qui est la parole de Dieu pour avoir la sympathie. Commandant Toumba, dès qu'il a fait le capitaine Cécile Raphaël aussi est venu. Lui, il a mélangé tous les versets de la Bible. Tout. Il a tout mélangé. Tout. Les capitaines Moussa Jadis Camara sont passés. Ils ont juré par tous les noms de Dieu, juré par le Christ, pour nous montrer qu'ils sont enfants de Dieu, pour avoir la sympathie des uns et des autres. Monsieur le Président, il y a des pistes qu'on n'a pas exploitées dans ce dossier. Tout ça, c'est pour nous tromper. Les sacrifices de notre âge, il y en a. Les sacrifices de notre âge. Dis-moi quel sacrifice tu fais. Je te dirai quel Dieu tu adores. Monsieur le Président, ceux qui ont leurs parents disparus, messieurs les assesseurs, je vous invite, quand vous allez rentrer dans votre bureau pour délibérer, fermez les yeux, mettez-vous à leur place et posez-vous les mêmes questions qui sont en train de se poser aujourd'hui. Monsieur le Président, je termine par les cas de viol. Le viol. C'est le côté le plus bas, le plus faible, le plus touchant, le plus choquant de ce dossier-là. La femme est un être sacré. La femme. Ce qui s'est passé le 28 septembre dans notre pays, c'est horrible. C'est horrible. Dans le viol, Monsieur le Président, il y a deux choses. Premièrement, c'est la volonté de montrer son pouvoir de domination. Ceux qui ont fait ça, en plein midi, c'était pour prouver que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est nous qui sommes là. Oui. C'est nous qui sommes là. C'était pour montrer leur domination. Pour montrer leur domination. Ils l'ont fait pour montrer leur domination, leur pouvoir. Et ce qui est même plus terrible, ils ont œuvré pour défigurer notre histoire. Le 28 septembre, c'est une date historique, notre fierté. On a fait exprès pour suivre cette date-là. Pour suivre cette date. On a déclaré ce jour-là férié
pour la première fois, on dit journée de recueillement. Aucun programme, aucune activité, aucun ministre n'était au courant. Le président a décrété ces jours-là fériés uniquement pour que les routes soient libres, pour faciliter la circulation à ceux qui devaient massacrer. C'est ça. Faciliter la circulation à ceux qui devaient massacrer. Le président Dadis, il a fait ça. Si ces jours n'étaient pas fériés, avec les embouteillages de Conakry, les gens aussi ont le courage. Hein. Ces miliciens-là, tout le monde n'allait pas rentrer au camp. Moi, je suis sûr qu'il y a les quartiers ici, avec les embouteillages, les gens allaient se jeter sur eux. Même la population civile allait arrêter certains. Mais il a bien réfléchi. Ça a été savamment fait. Il a dit, si je déclare ces jours-là fériés, la route sera libre. Les corps, on peut circuler avec librement, les miliciens, les militaires peuvent passer. C'est pour ça qu'il a fait. La date historique du 28 septembre, il a tout fait pour que ça soit suivi. Les Mbalia Camara, nos héros. Les gens se sont battus pour cette date-là. Et c'est Stade lui-même qui porte un nom historique. Désormais, le 28 septembre va avoir soit un double sens, un sens pour les victimes, leurs parents, un sens pour les autres, ou bien, Monsieur le Président, il ne va pas avoir deux sens, il va avoir un seul sens, mais partagé. Monsieur le Président, le pouvoir de domination, je le disais, il a été exercé ces jours-là, dans la mesure où à plusieurs reprises, on a entendu dire, comme vous n'aimez pas le président Moussa Dadis Camara, vous ne savez pas que c'est le président Moussa Dadis Camara qui est au pouvoir. Pivi a dit ça plusieurs fois. Vous ne savez pas. Maintenant, là, on vous montre que c'est lui qui est au pouvoir. Le viol, c'est aussi un instrument pour montrer son pouvoir, sa domination sur l'être le plus cher, la femme. Autre chose, Monsieur le Président, à part le pouvoir de domination, il y a la volonté de faire mal. Violer une femme, c'est porter atteinte à sa dignité. Violence morale, violence physique, tout cela a été commis au 28 septembre, le 28 septembre. On a déshabillé les femmes publiquement. Ces femmes-là ont connu vraiment un préjudice énorme. Publiquement, on a déshabillé les femmes. On a violé les femmes publiquement. Publiquement. Pour leur faire mal, non seulement physiquement, mais aussi, Monsieur le Président, moralement. Toi, tu es là. Les gens voient qu'on te viole. Quel préjudice, quel dommage. Le 28 septembre, quand ils ont fait leur sale besogne, en vidant tous leurs chargeurs, c'est les crosses de fusil là ils prenaient pour mettre dans les parties génitales des femmes. Et alors, quelle horrible, quelle horreur. Crosse de fusil. Les bois. Dans ce dossier-là, c'est un dossier qui est complexe, qui est volumineux, mais il y a beaucoup d'éléments traumatisants. Même les paires de chaussures, on a mis ça. Paires de chaussures. Paires de chaussures, c'est avec quoi on marche. Ça, c'est le sabotage de l'être humain, le sabotage. C'est un sabotage, Monsieur le Président. Chaussures, paires de chaussures. Les cigarettes. Cigarettes. On a éteint ça sur les jambes, sur les fesses des femmes. Les cigarettes. Cigarettes. Mais Dès vous l'a expliqué ici. Une dame. Qu'on a assassiné froidement et l'enfant s'est remis dans son ventre. Parmi ces cas de viol, il y a une qui raconte que lorsqu'on a fini de la violer, elle dit, elle était enceinte. Elle dit, lorsque j'ai vu le sang couler, je me suis rendu compte que j'ai avorté et que j'ai perdu mon enfant. On viole une femme jusqu'à ce qu'elle avorte. Et que dire de l'irrésistible huis clos ordonné? Je n'ai jamais vu dans une procédure les hommes en robe noire pleurer. Pleurer. Ce que les femmes l'ont expliqué, c'était horrible. Pleurer. Lorsqu'une femme violée
explique ce qu'elle a fait, il y a la scène du crime qui revient dans son esprit. C'est ce qui a fait que ces femmes-là tombaient ici. Quand elles tombent, on arrête la procédure, on les met à la disposition des psychologues, on les ramène. Il y a une qui est passée ici. Celle-là. Ce jour-là, presque tout le banc des partis civils s'est vidé. Les gens pleuraient pour sortir. Je ne suis pas sorti, mais le bic est resté avec moi, comme si ma main était morte, incapable d'écrire. Tellement que ce qu'on entendait et l'état dans lequel la femme était, c'était horrible. Je n'ai pas pu noter. La femme suivante, même chose. Nous avons connu une expérience professionnelle unique. Quand une maman violée, une femme, vous dit devant vous, Monsieur le Président, je vais soulever le pagne. Ah non, il ne faut pas faire ça. Ah non, nous, on ne pense plus à ça. On peut enlever. Imaginez ce qui se passe maintenant dans sa tête. Une maman qui dit, je n'ai plus rien à cacher. Une femme violée qui garde l'habit sale avec lequel elle a été violée durant plus de 10 ans et qui vient l'exposer devant un tribunal. C'est que cet habit-là, certes c'est un mal, mais il est devenu la chose la plus sacrée pour elle, d'une part, et d'autre part, cela veut dire que cette femme-là a espéré à la justice. Si ces femmes l'ont gardé, c'est parce qu'elles ont dit que tôt ou tard, il y aura justice. Monsieur le Président, ne décevez pas ces femmes-là. Rendez-les une justice juste. Avant de terminer, Monsieur le Président, ces femmes violées, ces hommes assassinés au stade, ceux qui ont été blessés, découpés au stade, vous allez accorder une réparation. Mais ça va passer. Ce stade-là, stade historique, désormais, qui va avoir un double sens. Et je pense moi, que le 28 septembre, étant sacré, il est difficile que ces deux situations soient aujourd'hui réconciliées dans ce stade-là, La situation de deuil qu'on a connue et la situation de la date historique du 28 septembre. Je pense que les deux ne peuvent plus y aller. Je pense aussi, que la réparation civile tenant compte de l'aspect psychologique, Monsieur le Président, la meilleure réparation que votre tribunal pourrait accorder à ces victimes-là, il faut débaptiser ce stade-là. Le stade du 28 septembre, au regard de ce qui s'est passé là-bas, il faut le débaptiser. Tant que juge saisi de ce dossier, vous avez ce pouvoir-là, il faut le débaptiser. On peut construire d'autres stades. Donner le nom du 28 septembre. Mais ce stade-là, avec tout ce qu'ils ont fait là-bas, Monsieur le Président, il mérite d'être débaptisé. Il mérite d'être désormais appelé Stade des martyrs du 28 septembre 2009. Oui. Pour moi, c'est la meilleure réparation. Cela ne veut pas dire que nous sommes un peuple qui n'oublie pas, qui s'enferme dans le mal qu'il a subi. Non, ce n'est pas ça. Le peuple de Guinée est capable de s'affranchir de toutes les situations. Mais nous avons un devoir de mémoire envers ces victimes-là. Un devoir de mémoire, Monsieur le Président. Aussi, ça va être désormais comme un indicatif pour tous nos dirigeants. Voilà. Pour dire, il y a les lignes rouges à ne pas franchir. Ce stade-là, le nom qu'il porte, c'est parce qu'il y a un président qui a franchi la ligne rouge. Voilà. Ça peut avoir une valeur de rappel pour tout le monde. C'est bon pour nous. C'est pourquoi, Monsieur le Président, eu égard à tout ce que j'ai dit, Monsieur le Président, je vous prie très respectueusement, sur l'action publique,
sur l'action publique. On ne peut pas requérir parce qu'on n'est pas représentant du ministère public. Mais soyez fermes. Au regard de la forfaiture commise par ces accusés, nous espérons que les réquisitions du ministère public seront une pointe à la hauteur de ce mal qu'ils ont commis, qu'ils ont fait au peuple de Guinée, Monsieur le Président. Sur l'action civile, toutes les demandes qui ont été faites déjà dans ces dossiers-là, ces domaines-là, il faut les accorder aux parties civiles. Ensuite, Monsieur le Président, il faut ordonner la débaptisation du stade du 28 septembre. Ordonner qu'il soit désormais écrit, inscrit et lu Stade des martyrs du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, je vais commencer mes plaidoiries en vous disant qu'en ouvrant ce procès, le 28 septembre 2022, vous avez allumé le feu de l'espoir dans le cœur des Guinéens. N'éteignez pas le feu de l'espoir dans le cœur des Guinéens. Je vous remercie. J'ai plaidé. On en a vu sur les rails, la voie ferrée. On en a vu dans le stade Omnisport. Maintenant, là, ça c'est l'esplanade devant des centaines de personnes. Mais des questions restent à poser à ce niveau, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Comment les militaires ont-ils identifié les femmes violées pour les achever sur l'esplanade? Comment ont-ils pu le faire? Des autopsies ont-elles été réalisées pour révéler le nombre de femmes décédées avec des tirs à bout portant dans le vagin? Ce rapport n'en fait pas cas. Il faut que nous le disions. Parce qu'il s'agit de la vie de milliers de gens qui sont là. Il s'agit de l'honneur des pères de famille. Il s'agit de leur image dans l'histoire du pays. C'est pour cela que nous devons avoir l'honnêteté et le courage de le dire de manière scientifique. Et c'est pour ça que c'est notre rôle en tant qu'avocat de le dire. Parce que eux, ils ne pourront jamais le dire. Parce que eux, s'ils essaient, on parlera encore de compassion. Comme pour dire que nous n'avons pas la même définition de la compassion. Le comble du mensonge des enquêteurs se trouve étalé dans le petit G de la page 21 du rapport. Les enquêteurs disent à ce niveau que les militaires ont forcé 4 détenus à creuser 4 fosses dans lesquelles ont été enterrés les 19 corps. 19 corps. Les militaires ont coupé les bras et les jambes de certains cadavres afin de les faire enterrer plus facilement dans les fosses. Mais ces enquêteurs qui écrivent là ont aussi écrit qu'ils n'ont pas voulu aller voir une seule fosse identifiée, alors que le mandat qu'ils avaient leur permettait d'établir les faits. Le même paragraphe se termine par la libération miraculeuse des 4 creuseurs des fosses communes qui ont, d'après la commission, à nouveau été transportés pour être jetés dans une rivière à Sonfonia. C'est grotesque et ridicule.
est-il plus rapide, plus simple de faire creuser par des personnes qu'on oblige quelques centimètres de plus pour augmenter une fosse commune et enterrer un bras ou un pied qui sort ou de le couper? Cela est-il plus facile que de prendre ce même corps et d'aller jusqu'à Symphonia jeter dans une rivière? Je vais peut-être vous étonner. Lorsqu'un trou ne peut accueillir un corps dans son entièreté, peut-il contenir le même corps si on le découpe en bras? Si on le découpe en bras, une jambe? Les enquêteurs ont-ils pris la peine de visiter la ville de Conakry et en particulier le quartier de Symphonia pour se rendre compte qu'à Symphonia il n'y a pas une rivière appelée rivière de Symphonia mais un lac, et qu'un lac n'est pas une rivière? Le lac de Symphonia est connu de tout le monde ici, en tout cas tous ceux qui vivent à Conakry. Est-il aussi facile en saison pluvieuse? Je dis bien en saison pluvieuse. Ce lac fait moins de 3 mètres. Mais les enquêteurs vous disent que les militaires ont forcé des creuseurs au nombre de 4 pour enterrer des corps, 19 corps. Mais au lieu, pour un bras, une jambe, au lieu de les obliger à juste augmenter, non. Ils ont plutôt quitté le lieu des fosses communes qu'on ne connaît pas encore pour aller jusqu'au niveau du lac, et ils disent rivière de Symphonia. Cette enquête, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, a été bâclée. Ce rapport ne peut pas vous servir, si ce n'est vous induire en erreur. On aurait souhaité, avocat de la défense, ce n'est pas le moment, nous le savons, et nous ne le disons pas comme une demande, nous le disons comme regret, mais on aurait vraiment souhaité que ces enquêteurs-là comparaissent ici pour répondre à ces questions que nous allons leur poser. Autre contradiction. Et on l'a dit dès le début, la commission dit être à mesure de confirmer 109 cas de femmes victimes de viols et autres violences sexuelles, dont certaines mineures, certaines femmes mineures. Mais nous sommes, Monsieur le Président, en 2009, et vous avez vu la vidéo qui a été projetée ici. Dites-moi, ce n'est pas une question que je pose au tribunal. Est-ce que dans ces vidéos, on a vu autant de femmes? En 2009, là encore c'est vérifiable. 109 femmes dans une manifestation, c'était déjà beaucoup. C'était déjà beaucoup. Et quand la commission dit que les viols et les autres violences sexuelles ont été commis pendant tous les événements au stade, il y a quoi s'interroger sur la notion du temps, la notion de temps des enquêteurs des Nations Unies. Nous ne reviendrons pas, Monsieur le Président, sur les supposés viols, puisque de toutes les façons, devant ce tribunal criminel, une seule personne est poursuivie pour viol et à tort. Et ce qui est patent dans son cas,
c'est que la personne qui est partie civile le connaissait déjà. C'est important de le savoir. Et que le règlement de compte existe. Nous ne reviendrons pas sur les viols sur la voie ferrée, parce que ce n'est pas possible. Nous ne reviendrons pas sur les viols, sur les gradins, sur les pelouses ou sur l'esplanade, devant tout le monde. L'expert médico-légal de la commission a observé des ecchymoses au tiers supérieur de la face interne des cuisses de plusieurs femmes. Nous pensions que cet expert-là connaissait compter pour me dire une femme, 2 femmes, 3 femmes, mais ne pas rester dans des superlatifs. Je reviens encore à la notion de quantification. Mieux, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, les douleurs et les démangeaisons vulvaires et vaginales sont courantes en Guinée. Demandez aux médecins guinéens le nombre d'infections de ce type rencontrées lors des consultations quotidiennes, des consultations de routine chez les gynécologues. Demandez-leur. Est-ce qu'on peut valablement dire que c'est parce que il y a eu le 28 septembre que ces personnes-là ont eu ces douleurs et ces démangeaisons vulvaires et vaginales? Demandez à tout médecin et demandez d'ailleurs à toute femme. Ce sont des choses qui font partie du travail quotidien des gynécologues. Les enquêteurs auraient pu aussi prendre la peine de demander la prévalence des maladies sexuellement transmissibles, les MST, chez les femmes des quartiers qui avaient répondu à l'appel de la manifestation, puisqu'ils disent les avoir identifiées sans donner leur nom. Ils auraient cherché à les connaître s'ils les avaient rencontrés et ils se seraient informés. Mais en lieu et place d'une véritable investigation, d'une véritable enquête scientifique, les enquêteurs ont avalé les déclarations du président de l'OGDH, M. Mandjou Sow, comme je vous l'ai dit. C'est ce dernier qui, moins de 2 semaines après les événements du 28 septembre, a affirmé sur les antennes à la télévision guinéenne que certaines des femmes violées sont infectées par le VIH. Comment peut-on savoir qu'il est possible de détecter qu'une personne a été violée le 28 septembre? L'examen peut prouver qu'il est déjà séropositif. Si c'était le cas, c'est que ces gens étaient déjà séropositifs avant. J'ai posé ces questions-là ici à Dr Ben Youssouf. Mais vous avez vu la peine dans laquelle il a voulu se démerder, mais il n'a pas réussi. Parce que les médecins du monde entier le regardaient. Les médecins guinéens le regardaient. Nous avons un médecin ici. Mais cela est impossible. C'est une impossibilité absolue. Les enquêteurs n'ont fait que dire la même chose, puisque eux, sachant que la version donnée par le président de l'OGDH n'était pas vraie, ils ont ajouté 2 semaines. Donc ils ont pris la précaution d'ajouter un délai de 4 semaines, pour dire que 4 semaines serait suffisant
pour déterminer la séroprévalence. Je veux bien qu'on s'informe auprès des médecins. Je veux bien qu'on fasse ce travail scientifique-là. Et vous comprendrez encore une fois que ce rapport n'est que papier. Que ce rapport n'est qu'établi pour salir encore une fois le gouvernement guinéen, qui à l'époque était effectivement dirigé par le président Moussa Dadis Camara. Mais lui avait ajouté, pour mieux obscurcir le dossier, que certaines de ces femmes violées sont devenues folles. M. Mandjou l'avait dit à la télé qu'avant 2 semaines, les femmes violées au stade étaient déjà séropositives et certaines étaient devenues folles du fait de ce viol. Quelle légèreté! Un rapport qui émane des services de l'ONU. Et pour déterminer le nombre de femmes violées et infectées du VIH, la commission, composée de 14 experts et de 3 commissaires, c'est-à-dire Ben Yaoui et les 2 membres de son équipe, ne possède comme unité de mesure que des termes que j'ai déjà cités, des superlatifs, certaines, quelques-uns, beaucoup, une majorité, des victimes, des témoignages. En science, Monsieur le Président, chaque terme doit permettre de circonscrire la réalité ou la notion qu'il désigne de la façon la plus exacte possible. C'est cela le travail scientifique. Et c'est ce travail scientifique qui doit primer ici. C'est ce travail scientifique que devrait faire la commission. C'est ce travail scientifique que les enquêteurs devraient faire. Et les enquêteurs l'ont oublié. De même, ils ont oublié la critique historique qui a été mise au point par les historiens allemands au milieu du XIXe siècle. Celle-ci repose sur l'évaluation ou la critique de documents. Lorsque nous préparons un document relativement à des faits bien déterminés, on doit procéder à une évaluation en tenant compte des éléments en face. Mais on ne doit pas se limiter là. On doit faire une autocritique avant que d'autres personnes ne lisent. Et cette critique a 2 volets, externe et interne. Interne à notre niveau, externe pour ceux à qui on pourrait confier pour lecture et critique. La seconde absurdité de la commission d'enquête internationale, Monsieur le Président, est liée, comme je l'ai dit, à sa méconnaissance de la Guinée. Et là, je vais vous surprendre. Quand la commission affirme, dans son point 96 de la page 23, que quelques-unes de ces victimes étaient vierges avant les événements du 28 septembre, en 2009, c'est là que je vais vous surprendre. Une fille vierge dans une manifestation politique en Guinée. La défense du président Moussa Dadis Camara et le gouvernement de Guinée s'inscrit en faux contre de telles affirmations qu'elle considère comme une véritable absurdité. Et pour cela, nous nous appuyons sur les 2 enquêtes démographiques et de santé de 1999 et de 2006 faites ici en Guinée. Les documents existent, dans lesquels il est clairement mentionné que les premiers rapports sexuels sont précoces en Guinée et de l'ordre de 13 ans en moyenne. Dites-moi en 2019, si des femmes de moins de 13 ans
pouvaient être à des manifestations. En Guinée, à cette époque, les rares femmes qui assistaient à des manifestations politiques étaient des femmes mariées ou en état ou en âge de l'être. Lisez. Lisez. Lisez le document, les deux documents des enquêtes démographiques et de santé, EDS, 99, 2006. 2006 précède juste de quelques années, 2009. Vous comprendrez. Et là encore, ce sont des travaux scientifiques. Ce ne sont pas des propos en l'air que nous avançons. Et ce sont ces avancées scientifiques qui doivent aider votre tribunal. C'est pour ça que je vous ai dit que ce procès revêt plusieurs dimensions. À 13 ans, à moins de 13 ans, c'est un âge où il est rare de voir. C'était un âge à cette époque, il était rare de voir des jeunes dames aller à des manifestations. À moins qu'elles soient sorties avec leur maman ou leur grande sœur. Mais je vois mal une maman qui sortirait avec sa petite fille. Je vois mal une grande sœur qui sortirait avec sa petite fille. Que cela se sache. Qu'on en reste dans le passé, en 2009, pour comprendre le raisonnement que nous tenons pour défendre le président Moussa Dadis Camara. Parce que ce rapport, il est fait pour le salir. On ne peut pas comprendre cela. On ne peut pas comprendre cela. Sur l'ensemble des allégations des partis politiques, par le truchement de leurs militants, il n'y a que l'accusation de génocide qui a fait l'objet d'un raisonnement contradictoire. Et les enquêteurs n'ont pas voulu retenir cela. Parce que c'était patent, injustement, s'il avait fait. Une dame appelée Madame Si, Mariam, avait dit sur les médias, sur qui, je ne veux pas le dire, mais sur qui les militaires tiraient, indiquant la couleur de sa peau. Ça se comprend très vite. Comme si c'était elle seule qui avait cette couleur de peau. Comme si les militaires ne cherchaient que cela. Parce qu'on a voulu coller à cette affaire, en plus du crime contre l'humanité, le crime de génocide. C'est pourquoi d'ailleurs certaines parties civiles, dans leur plaidoirie, ont parlé de génocide à tort. À tort. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, sur l'autre raisonnement ou l'autre raison qui indique que ce rapport n'est pas crédible, c'est bien la question, la qualification des violations et des crimes. Les événements du 28 septembre 2009 qui ont occasionné la mort de 67 personnes, selon le rapport de la commission d'enquête internationale, et 9 autres disparus, comptez, vous serez à 156, relève d'actes de violence commis au stade.
qui ne peuvent pas être reprochés au président Moussa Dadis Camara. Si ces violences ont été préméditées, la préméditation n'a pas été le fait du président Moussa Dadis Camara. Il faudra rechercher les responsables des comploteurs dont j'ai déjà décrit suffisamment. La Guinée n'a donc pas exécuté 67 civils, ou le président Moussa Dadis Camara n'a pas exécuté 67 civils. Il n'a donné aucune instruction, aucun ordre pour exécuter 67 personnes civiles. Comme le prétend le point 171 de la page 38. Il y a eu 67 morts tués par balles, étouffement et blessures. Il y a eu 67 morts tués par balles, étouffement et blessures. Pour les 89, on a parlé de disparition. C'est ce que le rapport d'enquête internationale dit. Et c'est ce rapport d'enquête internationale qui est l'élément essentiel que le parquet a, que les parties civiles ont. C'est sur ça qu'ils se fondent. Le gouvernement n'a jamais nié l'insubordination dans l'armée. Le gouvernement n'avait jamais nié l'indiscipline dans l'armée. Les violences du 28 septembre n'ont jamais atteint un niveau de gravité justifiant qu'on les qualifie de crimes contre l'humanité. Ce serait insulter la mémoire de ceux-là qui sont morts dans d'autres pays, dans les cas de crimes contre l'humanité. Les événements de janvier et février 2007 ont connu plus de morts et de blessés. Ils n'ont pas été considérés comme un crime contre l'humanité. Mais c'est vrai qu'en 2007, il n'y avait pas le président Dadis. Donc il n'y avait pas le mal-aimé. Il n'y avait pas le colonel Thiebro qui, vigoureusement, dirigeait ce département qui luttait contre la drogue. Et puisque ces gens-là ont fait don de soi, d'eux-mêmes, pour défendre des valeurs, c'est normal que là où il y a plus de victimes, on ne parle pas de crimes contre l'humanité. Parce qu'à ce moment-là, les personnes qui étaient là étaient protégées par ceux qui sont tapis dans l'ombre, dans les capitales occidentales. Mais comme le président Moussa Dadis Camara ne pouvait faire leur affaire, c'est normal que ce qui se passe pendant qu'il est président soit à tort qualifié de crime contre l'humanité par une commission qui ignore totalement les réalités de notre pays, l'histoire de notre pays, la géographie de notre pays, la sociologie de notre pays, la démographie de notre pays. Il n'y a jamais eu d'attaque généralisée, ni avant le stade, ni dans le stade, ni après le stade. Nulle part, la commission n'a démontré, hors de tout doute raisonnable, une coordination, une planification. Car au moment où certains ont été tués, ou au moment où certains ont tué, d'autres ont sauvé. Le commandant Aboubakar Diakité a indiqué ici combien de leaders il a sauvés. Et ces leaders l'ont reconnu. Le colonel Moussa Thiebro a indiqué combien de leaders il a sauvés. Ces leaders l'ont reconnu et l'ont remercié ici.
Peut-on parler de coordination dans ce cas? S'il y avait une coordination, pensez-vous que certains allaient tuer et que d'autres allaient sauver? C'est cela la définition de la coordination. Et c'est comme cela que l'on doit comprendre la coordination dans le cadre du crime contre l'humanité. Mais nous en parlerons plus tard. Les violences ne se sont pas généralisées et se sont limitées. Les violences du 28 septembre 2009 en Guinée n'ont jamais été systématiques, comme veulent nous faire comprendre les enquêteurs de l'ONU. Le 28 septembre n'était pas dirigé contre une population civile. Le 28 septembre, c'est tuer des Guinéens pour discréditer un homme, un groupe d'hommes, pour permettre à des prédateurs économiques de revenir au pouvoir. Le 28 septembre n'a jamais été dirigé contre une population civile. On a voulu tuer des personnes pour discréditer le président Dadis. On a voulu tuer des personnes pour discréditer le CNDD. On a voulu tuer des personnes pour discréditer les compagnons du président. C'est cela la vérité. Ne pas le dire serait passer à côté. Encore une fois, nous devons écrire l'histoire de notre pays et de la plus belle des manières. Donc on arrête de penser que des Guinéens ont planifié quelque part pour tuer d'autres Guinéens de manière généralisée. Qu'on arrête de penser que ce qui s'est passé au stade du 28 septembre était dirigé contre une population civile. Mais ce sont des personnes, des comploteurs, qui ont voulu tuer certains Guinéens pour salir un homme, pour salir un gouvernement, pour salir une date historique, le 28 septembre. Pour délocaliser le procès de la Guinée vers l'étranger, parce qu'on avait pensé que ce procès ne se tiendrait jamais, ou on avait pensé que l'homme, le président Moussa Dadis Camara, n'ayant pas reçu à lui faire partir le 28 septembre, il resterait pendant longtemps. Et que par conséquent, il fallait faire en sorte qu'on tienne un procès à l'étranger. Mais on a tout de suite compris que pas sur la base de ce document-là. Parce que ce document-là ne tient pas devant n'importe quelle juridiction. Et ça ne tiendra pas devant vous. La commission a donc affirmé à ce propos avoir recueilli dans les milieux des avocats ainsi que dans les instances judiciaires guinéennes, indiquant qu'aucune juridiction nationale guinéenne ne serait à mesure de connaître de manière conclusive les événements du 28 septembre. Le procès que nous tenons aujourd'hui dément cette position. Et il y a longtemps, les Guinéens auraient réussi à organiser ce procès. Mais je vous ai déjà dit pourquoi il était impossible d'organiser un tel procès. Parce que ceux-là qui nous dirigeaient savaient tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Et ils ne pouvaient pas se permettre d'organiser un tel procès, sachant qu'on ne les oubliera pas, sachant qu'on dénoncerait leur nom publiquement ici, quitte à aller en prison ou quitte à être arrêtés. Mais ils ont préféré plutôt mettre dehors, loin de la Guinée, loin du pays, l'homme qui en quelques mois voulait se battre pour que ce procès se tienne. La commission conclut que la justice guinéenne n'a ni la volonté ni la capacité de poursuivre les auteurs des crimes contre l'humanité. Mais la justice, c'est une abstraction, c'est un tout. Qui donne ses moyens à cette justice? Mais ce sont les autorités.
Après la tentative d'assassinat contre le président Dadis le 3 décembre, la Guinée n'avait-elle pas de dirigeants? Ces dirigeants ne pouvaient-ils pas donner les moyens à la justice pour qu'elle tienne ce procès? Au moment où toutes les preuves étaient encore là, au moment où tous les éléments étaient encore chauds, pourquoi n'ont-ils pas fait pendant la première année 2010, la fin de la transition CNDD? Qui dirigeait ce pays? Celui-là qui défie la justice de son pays. Celui-là qui brave tout le monde. Celui-là qui fait comprendre que personne ne peut rien contre lui dans ce pays. Celui-là qui fait tout pour que son ancien compagnon soit enfoncé. Pourquoi lui, il ne l'a pas organisé? Est-ce que l'État n'avait pas de moyens? Alors lorsqu'on l'on dit qu'il n'y avait aucune volonté, c'était la volonté de qui alors? Alors que ceux-là ont dit publiquement connaître la vérité dans cette affaire. Mais pourquoi n'ont-ils pas agi? Attends. Pourquoi attendre 14 ans, 15 ans? La Guinée hériterait d'une justice qu'il serait temps de réformer. Voilà les argumentations de la commission. Mais la Guinée, bien que différent, par la présence dans ce procès d'un ancien chef d'État, notre pays a quand même pu organiser d'autres procès plus grands, pas comme celui-là. On a connu le procès des narcotrafiquants, le procès des Mathias. Je devrais encore être à l'école primaire, non, au collège. La Guinée a connu des procès concernant les détournements de deniers publics, des procès importants. Quelle volonté on devrait chercher, alors que ceux qui étaient au pouvoir pouvaient le faire, et c'était à eux de préparer cette volonté-là. La dernière raison pour laquelle ce rapport d'enquête international n'est pas crédible, c'est sous les responsabilités. La commission a conclu en la responsabilité du président Moussa Dadis Camara. D'autres de ses compagnons, tels que le colonel Moussa Tiebro. Elle a même aussi reconnu la responsabilité de son aide de camp. Mais la responsabilité de commandement. Mais la commission, sélective dans son travail, ancrée dans le parti pris de ce qu'elle avait toujours fait, a choisi de faire porter par un homme qui a coopéré la responsabilité de ce qui s'est passé, au point de prévoir toute une litanie d'incrimination contre lui, contre le président Moussa Dadis Camara. La première litanie, la commission affirme que le président Moussa Dadis Camara a donné des ordres à monsieur, au commandant Aboubakar Diakité, pour aller au stade et massacrer. La commission affirme également que le président Moussa Dadis Camara a donné des ordres au colonel Moussa Tiebro et que ces personnes-là ont joué un rôle dans la coordination. Ce sont les points 216, 217, 218, 300, 219, 220, 221 et 222. Mais ce procès
a mis à nu les conclusions d'un tel rapport. Parce que jamais le commandant Touba a dit ici avoir reçu des instructions de quelque nature que ce soit, des ordres de quelque nature que ce soit, venant du président Dadis. Jamais il a été dit ici, devant ce tribunal criminel, et le colonel Tchegoro ne l'a pas dit. Il n'a jamais dit que le président Dadis lui a donné des ordres, que le président Dadis lui a donné des instructions. On pourrait peut-être penser, puisque c'est le raisonnement dans les médias, dans l'entendement de tout le monde, que lui ne pouvait rien dire contre le président Dadis. Mais pour vous tous, pour nous tous ici qui avons écouté le commandant Aboubakar Diakité, c'est clair qu'il aurait dit. Mais si on parvenait à prouver même que le président Dadis ait donné un ordre, une instruction, ce qui n'est pas possible, au colonel Thiebro, au commandant Aboubakar Diakité, d'aller au stade. Est-ce que cela sous-entendrait d'aller tuer? L'autre litanie d'incrimination. Et avant ça, l'autre litanie d'incrimination, c'est qu'on dit que ces personnes ont joué un rôle de coordination. Mais je pense que lorsque on décide de coordonner des choses ensemble, on ne fait pas des choses contraires. Des choses qui sont à l'antipode l'une de l'autre. Chacun a compris ici dans les débats, comme je l'ai dit, que certains ont sauvé, pendant que d'autres ont tué. C'est impossible pour définir une coordination. L'autre litanie d'incrimination reprochée au président Moussa Dadis Camara, c'est bien des déclarations publiques qui, selon la commission, témoignaient de son intention de répondre aux manifestations. Ce sont les points 223 et 224. C'est encore ridicule, puisque la commission elle-même, en faisant allusion à cette déclaration publique, se contredit. Parce que les déclarations qui lui sont reprochées, c'est quand il dit, par exemple, que l'armée n'était pas contrôlée. Mais la commission elle-même dit que cette armée manquait de gens formés dans son personnel, que dans cette armée-là, il y avait de l'insubordination, il y avait de l'indiscipline. Pourquoi la commission doit dire en même temps une chose et son contraire? Pourquoi les enquêteurs devront dire en même temps une chose et leur contraire? L'autre déclaration, c'est quand le président dit que des partis politiques sont responsables de ce qui s'est passé. Mais aussi bien dans le point 13, page 10 de la commission d'enquête internationale, que dans la commission d'enquête nationale, il est clairement indiqué, on a entendu des personnes qui ont dit avoir agi dans la destruction au niveau de la belle vie du commissariat, en ayant obéi à des politiques. Alors, on peut mentir au niveau de la commission nationale, puisque personne ne croit en cette commission. En tout cas, le procureur ne croit pas. Mais au moins, ce qui est dit dans cette commission est aussi dit dans la commission d'enquête internationale. Donc, les deux commissions ont donc menti. Est-ce que quand le président dit alors que les politiciens ont saccagé ces endroits, il ne dit pas la vérité? Et comment voulez-vous un chef d'État dont la première mission, bien qu'étant d'assurer la protection de ses citoyens, incarne d'abord toutes les institutions républicaines? C'est pour ça qu'il est le premier de ses compatriotes. Mais comment voulez-vous qu'un tel chef d'État entende
que la police a été attaquée et qui ne disent rien, alors qu'il a juré de protéger les institutions républicaines. Lorsque le président dit qu'il y a eu tel nombre de morts, 56, 57, parce que tout simplement, c'est le compte rendu qu'on lui a donné, on dit qu'il ne dit pas la vérité. Alors qu'il n'a fait que transmettre fidèlement, pour la transparence, ce qui lui a été transmis par ses ministres, par des personnes qui lui rendent des comptes. Lorsque le président dit, rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2007, et on veut transformer cela, mais Bahouri a répondu à cette question ici. Est-ce qu'un président d'un pays souverain n'est pas en droit, n'a pas le pouvoir de dissuader des personnes qui veulent organiser un meeting un jour historique dans un stade suspendu? Est-ce qu'il n'a pas ce droit-là? La dernière litanie des infractions que le rapport de la commission d'enquête reproche au président Dadis, et c'est par là que je vais terminer cette partie, bien sûr, c'est que la commission rend responsable le président Moussa Dadis Camara en raison de son statut de commandant en chef des forces armées. Point 225. Et en raison de ses supposées actions entreprises après les événements. Mais pour les actions entreprises après les événements, pendant 4 heures de temps, ou 2 heures ou 3 heures de temps hier, j'ai étalé secteur par secteur ce qu'il a fait avant, ce qu'il a fait pendant et ce qu'il a fait après. Et je pense que personne ici, en tout cas pas ce tribunal criminel, ne peut se laisser convaincre qu'il n'avait rien fait après les événements du 28 septembre.